Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, très attendu, le rapport des travaux du comité d'experts chargé de la formulation technique des recommandations du dialogue politique aura finalement été transmis en main propre au président béninois, Patrice Talon. À ses côtés, pour la circonstance, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. C'était en fin de semaine écoulée, le 25 octobre, plus précisément. Le fameux rapport appelle au toilettage express de la charte des partis politiques et du code électoral et à la modification de certaines dispositions de la loi fondamentale, la Constitution béninoise. Un sujet maintes fois évoqué déjà sous la gouvernance Talon avec toutes sortes de revers. Transmission du rapport des experts sur les conclusions du dialogue politique. Retour en douce à une révision chirurgicale de la Constitution. Le regard croisé de deux universitaires sur la question à valeur du thème au menu de l'émission du jour. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Jules Justinien Rompati, analyste, il est chercheur en droit constitutionnel et international. Jules Justinien Rompati, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. En face de vous, un collègue à vous, on peut dire, oui, Nathanaël Kitty, politiste, il est enseignant, chercheur à la FADES à l'université d'Abomey-Calavi. Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci aussi pour la disponibilité. C'est moi de vous remercier. Formulation technique des recommandations du dialogue politique, le rapport du comité d'experts disponible. Transmission en a été faite au chef de l'État. Le rapport à peine reçu, mesdames, messieurs, déjà toutes sortes de réactions. Alors, Jules Justinien, on observe des réactions des plus courtoises aux plus acerbes, bien entendu, sur certains points. Comment l'université a-t-il suivi et observé ce qui a suivi la transmission, ou la retransmission, oui, de ce rapport? Merci. Bon, pourquoi pas, hein? C'est une question qui doit préoccuper tout Béninois. Vous savez, lorsque la France a essayé de copier un peu le système constitutionnel en regardant un peu les États-Unis, on a eu le temps de comprendre par la pratique que la France en a fait, que le jeu politique ne devrait pas être la question unique des acteurs politiques. À plus forte raison, la révision de la Constitution ou le dialogue politique. Parce que lorsque vous lisez même notre Constitution, vous exploitez les différentes dispositions constitutionnelles et législatives qui gouvernent le pays, vous allez comprendre qu'au sommet, le substrat même du développement du pays, c'est la politique. Et cette politique doit pouvoir sécréter un certain nombre de règles, un certain nombre de pratiques qui doivent être exploitées dans différents domaines économiques, sociaux, culturels, pour le bon vivre, le bien-être de la population. C'est donc très normal qu'au lendemain de la remise de ce rapport, que le peuple commence par se donner de la voix. Sur ce tableau-là, je vois deux angles. Hein. Je vois un angle purement politique, ou même politicien, et un angle purement social. Je vois d'un côté les acteurs politiques, avec la classe politique, avec toutes ces compositions, recompositions, et toutes ces surprises. Et de l'autre côté, je vois le peuple qui peut choisir de rester calme et serein et d'observer comme de réagir, puisque, comme c'est connu, la Constitution est d'abord la chose du peuple. Alors, oui, comme vous l'avez dit, ça va dans tous les sens et ceci s'entend quand on vous suit, parce qu'il s'agit de politique et le peuple ne peut pas ne pas se sentir concerné, si je vous résume. Oui. Alors, Nathanaël Kitty, alors que le travail a été fait pour d'abord avoir l'assentiment des politiques et connaître leurs orientations, celles qu'elles voudront bien donner à leurs mandataires, eh bien, les premières réactions viennent d'abord de la population et non des politiques. Comment l'université l'explique? Et ce sont des réactions partagées. Il y en a qui semblent applaudir et d'autres qui envoient déjà des pics avant d'attendre la mise en application de ces recommandations. Je vous remercie. Je pense qu'il y a Héraclite d'Éphèse qui disait que il faut vivre avec espoir pour tomber sur l'inespéré. Il se fait que l'inespéré sur lequel nous tombons maintenant crée encore le désespoir. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut analyser
la réaction de ceux qui critiquent amèrement le rapport du comité d'experts. Maintenant, pour les autres, on peut analyser cela comme étant un attachement du peuple béninois à sa constitution, parce que toutes les fois, il y a eu une tentative de révision de cette constitution. Le débat n'a pas seulement été fait au niveau des institutions compétentes pour réviser. Il a été toujours un débat populaire. C'est aussi lié à notre histoire, l'histoire constitutionnelle du Bénin, étant donné que les conditions dans lesquelles cette constitution avait été adoptée en 1990 étaient des conditions particulières. Nous sortions d'une période dictatoriale. Et lorsque aujourd'hui on constate que nous sommes en train de tomber dans la dictature, il y a de raisons à se méfier d'une révision de la Constitution qui va renforcer le pouvoir de celui qui dirige, alors que la révision de la Constitution n'a d'intérêt que lorsqu'elle a pour objectif de renforcer les institutions et non de renforcer le pouvoir personnel du chef de l'État. Donc en 90 aussi, on ne doit pas oublier que la Constitution de 1990 avait été popularisée. Ça a été fortement popularisé dans les coins et recoins du Bénin. Donc, ce qui a créé un attachement particulier à cette Constitution. Maintenant, il n'en demeure pas que aucune loi ne peut rester éternelle. Il faut à un moment donné la retoucher pour l'adapter au temps. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut le faire et comment il faut le faire. Quand est-ce qu'il faut le faire? Comment faut-il le faire? Votre question, vous n'êtes pas seul, professeur Nathanaël Kitty, rassurez-vous, à vous la poser. Ils sont nombreux. Et bizarrement, même le citoyen lambda se pose cette question. On y va comment et quand? Première réaction des populations au travers de ce rapport, on ne voit que la révision de la Constitution. Paradoxalement, le chef de l'État semble lire aussi les faits ainsi. Je vais vous faire revivre là, et à tous ces téléspectateurs qui n'ont pas pu suivre le chef de l'État, ses premiers mots quand il a reçu ce rapport. Je passe en revue les textes ici, hein, je prête ma voix à savoir. J'ai noté, disait-il, c'était les premiers mots de son discours, j'ai noté et entendu dans les propos du coordonnateur du comité un ou deux mots relatifs à la Constitution. Peut-être plus précis, si j'ai bien compris, peut-être à une retouche éventuelle de certaines dispositions de la Constitution. Vous savez, monsieur le coordonnateur, messieurs les membres du comité, que j'ai désormais une aversion pour cette question. Et je l'ai dit ouvertement à plusieurs occasions que je ne souhaitais plus, durant mon mandat, en tout cas pour le reste du mandat, revenir sur cette question qui soulève beaucoup d'incompréhension et de polémique, même si, parfois, le bien fondé n'est pas à démontrer. Fin de citation. Je m'arrête là. Alors, lorsque l'on prend ce pan, les mots introductifs du chef de l'État recevant le rapport, quelle lecture vous en faites? Non, mais c'est clair. Du point de vue, ça peut être apprécié de deux manières. Oui, on y va. La première du point de vue objectif, oui. On peut déjà commencer par dire que le chef de l'État est en train de traduire de manière claire sa pensée d'être réservé par rapport à cette question de révision de la Constitution. Okay. C'est ce qui apparaît de manière objective du texte. Mais nous sommes sur le terrain politique et l'objectivité peut cacher la subjectivité. C'est possible également que ce texte soit en train de révéler le contraire de ce qui est pensé, parce que l'homme politique... il faut s'attendre à tout avec l'homme politique. Vous voyez, cette question... Avant de vous suivre, le chef de l'État, vous le voyez homme politique pleinement? Mais c'est clair. Vous voyez, lorsque vous voyez le président de la République opérer, j'ai dit avec quelqu'un que j'ai eu à dire au cours d'un petit échange que je suis de plus en plus séduit par ce qui se passe au Bénin. Vous voyez... On sent véritablement que le président de la République, il connaît le terrain, il connaît ceux avec qui il a affaire
Et il sait très bien qu'il est sur un terrain de jeu. Il joue le jeu sérieusement. Et je sens que les règles du jeu, il les connaît et il les utilise comme cela se doit. Du point de vue, si on doit le prendre du point de vue de la politique pure, il joue le jeu. Alors, quelle est la chronologie des faits? Parce que on est un peu brouillé, hein, on est un peu dérangé. Quand on est très habitué à la science et qu'on voit ce qui se passe sur le terrain, on est un peu déboussolé. C'est le propre de la politique. Voilà. Vous voyez, quelle est la chronologie des faits? La chronologie des faits, c'est que, nous sommes sortis d'élections que les gens ont qualifiées de non inclusives, d'élections en tout cas qui ont fâché les acteurs politiques et qui ont fâché une grande partie de la population. C'est l'élément, le point, le fait 1, ça. Le fait numéro 1. Et par la suite, on a appelé au dialogue politique. Alors le dialogue politique, ça veut dire que les hommes politiques s'asseyent, discutent des échanges sur la base d'un certain nombre de points et l'échange a eu lieu. Et par la suite, les échanges, le point, les éléments clés, en gros, là, ont été remis à des techniciens qui ont fait des propositions et de ces propositions, on sent globalement qu'il y a des propositions pour aller vers l'apaisement politique, telles que la loi d'amnistie, etc. Et de l'autre côté, on a senti, moi j'ai vu venir la révision de la Constitution par la fenêtre, à travers certaines propositions qui ont été faites. Parce que lorsque, par exemple, on parle de la discrimination positive en faveur des femmes, cela ne peut avoir lieu que par le jeu de la Constitution. Et le chef de l'État, il est devant le peuple. Il a eu à dire qu'il est préoccupé de plus en plus par d'autres questions et que cette question-là le dérange. Parce que souvent, lorsque la question de la révision de la Constitution est soulevée, cela implique des incompréhensions, etc. Cela doit être compris comme cela doit être compris. Sur le terrain, il me semble que cette question n'est pas encore close. Cette question n'est pas encore rangée. Et lorsque nous devons faire la révision de la Constitution, je me pose la question de savoir, nous accordons quelle place au mot confiance et quelle place au principe à valeur constitutionnelle, consensus national. Confiance, consensus national. Vous voyez, dans cette affaire... Confiance et consensus national. Oui. Vous permettez, juste, lorsque vous le dites, c'est que vous êtes dans l'hypothèse qu'on veut y aller. On peut aller à la révision de la Constitution. On revient sur ce paramètre-là. Mais en attendant, rapidement, la réaction de Nathalie Aïkiti, vous l'avez suivi. Et là, je vais vous faire revivre de cette façon-là les premiers mots du chef de l'État. Vous faites quel parallélisme? Non, moi, je pense qu'il n'est pas sincère envers lui-même. Il n'est pas sincère envers lui-même. Comment ça? Parce que vous étiez au Bénin en 2017. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que avec le temps, il va revenir encore à la charge. En 2018, il n'y est pas allé lui-même, il est passé par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, qu'il nous fasse croire qu'il a de l'aversion pour la révision de la Constitution, moi je n'y crois pas. Il est en train de jouer la pièce d'une scène à laquelle les Africains sont habitués. La pièce d'une scène? Oui. Laquelle? Je sais pas. D'une scène à laquelle les Africains sont habitués en ce qui concerne le discours présidentiel en Afrique. En tout cas, ce n'est pas la mamette de Kokambala. Non. Vous voyez, ce même discours a été celui de tous ceux qui, après, ont procédé à la révision de la Constitution. Le discours qu'il a tenu est une ritournelle à laquelle ceux qui suivent l'actualité politique en Afrique sont habitués. Moi, je pense qu'il est en train de donner l'impression qu'il n'est pas intéressé par la révision de la Constitution, alors que dans la réalité, c'est ce qu'il vise. Parce que moi, je pense qu'en tant que chef de l'État, il ne peut pas organiser un dialogue politique sans associer ceux qui le soutiennent, sans en discuter avec eux. Donc,
tout ce qui a été fait les 10, 11 et 12 octobre au Palais des Congrès, c'est bien monté par le chef de l'État et son entourage. Nous ne devons pas croire que les questions liées à l'organisation d'élections générales, les questions liées à la parité, sont des questions qui sont venues du néant. C'est monté de toutes pièces pour pouvoir atteindre cet objectif qui est la révision de la Constitution. Et le chef de l'État tient un discours pour donner l'impression au peuple que s'il doit avoir révision de la Constitution, cela ne viendrait pas de lui, mais cela viendrait d'une autre institution. Alors la question, c'est de savoir même, est-ce que la situation actuelle de crise dans laquelle nous sommes prêts à une révision de la Constitution? C'est la question et la réponse est non. Étant donné qu'aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale dans sa composition qui est contestée. Est-ce qu'il faut Parce qu'il y a un élément sur lequel j'ai l'habitude de revenir, c'est la légitimité. Quand on parle de la légitimité, ce n'est pas seulement l'élection qui la confère, c'est surtout la conception. Parce que l'université ne pense pas. L'université ne pense pas qu'il y a des pas qui ont été posés et qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment regarder de l'avant et voir ce que l'on peut obtenir de la bouteille cassée. Le lingot d'or qui s'y trouve, on peut encore essayer. Non, moi, je pense que quand vous lisez l'article 3 de la Constitution béninoise, la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple exerce la souveraineté à travers ses représentants élus. Voyez-vous, et quand on parle du peuple, vous avez tous les tempéraments politiques. Est-ce que l'Assemblée nationale, dans sa composition aujourd'hui, a tous les tempéraments politiques du Bénin? La réponse est non. Alors, est-ce que dans cette situation, l'Assemblée nationale est une institution représentative? La réponse est non. Alors, est-ce qu'on peut confier à une assemblée dans une composition pareille une question aussi importante que celle de la révision de la Constitution? La réponse, c'est non. On ne doit pas confier à une assemblée nationale dans sa composition actuelle cette question-là, parce que ça va en rajouter à la crise. Ça devient de l'inversion sociale. Donc, dans l'inversion sociale, la question échappe aux institutions et elle revient dans les mains du peuple et le peuple procède à l'arbitrage. On espère que le Bénin n'arrivera pas là, mais là, quand vous alliez ces interrogations et vous voyez un peu les faits, on en déduit que pour vous, en dépit de cette série de négations, eh bien, on est en plein sur la voie qui doit conduire à la modification de la loi fondamentale. C'est bien ça? Non, j'ai lu le rapport. Les experts ont procédé à des hypothèses. Ils ont fait des hypothèses. Ils n'ont pas tranché la question. Mais vous dites que le chef d'État, lui, en parlant ainsi... Dans les hypothèses, ils ont essayé de présenter un tableau et revient au chef de l'État d'opter pour l'une de ces hypothèses. Alors quand vous dites que le chef fait un peu d'économie de vérité, est-ce que vous ne lui prêtez pas d'intention? Non, je ne lui prête pas d'intention parce que vous êtes journaliste. Vous avez ces déclarations antérieures qui sont là. Vous pouvez les consulter. On peut toujours renoncer à hier. Non, moi, je ne pense pas qu'il ait renoncé. S'il avait renoncé, il aurait tranché. Toute question qui touche la révision de la Constitution, je n'en veux pas. Mais dans son discours, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit d'être prudent, de trouver les mots justes pour que nous puissions préserver le mandat unique de 5 ans renouvelable une fois. C'est ce que moi j'ai compris de son discours. Mais que dit-il alors des conditions à remplir pour qu'il y ait révision de la Constitution? Que dit-il alors de l'interprétation que la Cour constitutionnelle peut faire d'une révision de la Constitution? Parce qu'après tout, la Constitution du 11 décembre, si on la prend, on doit ajouter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Alors qu'actuellement, nous avons une Cour constitutionnelle qui est
une caisse d'enregistrement ou de résonance du chef de l'État. Donc, réviser la Constitution n'est pas encore la solution. La solution, c'est ce qu'en dira la Cour constitutionnelle dans une interprétation de cette révision-là. Si cela arrive et que la Cour dit que cela met le compteur à 0, qu'allez-vous dire? Ça s'est passé au Sénégal. Et c'est ça qui a permis à Wade d'être candidat pour la 3e fois. En tout cas, les clignotants sont au rouge, diront certains au vert, d'autres, on y revient pendant qu'on y est. Alors vous pensez, si on doit emprunter ce chemin, il faudra ne pas oublier ce que vous appelez les 2 fondamentaux de la Constitution mère. Il s'agit du consensus, il s'agit du facteur confiance. Le facteur confiance est un facteur d'ordre fondamentalement social. C'est un facteur qui s'est vu renforcé au fil du temps. Le principe consensus national est un principe qui a été dégagé par la Cour constitutionnelle à travers l'une de ses décisions, justement par rapport à la question de la révision de la Constitution. Alors, sur ce tableau-là, avant même d'aller vers l'analyse de l'éventualité de la révision, l'éventualité d'une révision constitutionnelle, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne peut pas y avoir apaisement politique sans nécessité ou obligation d'aller à la révision de la Constitution? J'ai l'impression qu'on peut toujours conduire le dialogue, aboutir à l'apaisement politique, prendre des mesures normatives, prendre des mesures techniques, faire en sorte que les colères se dissipent et qu'on se comprenne et qu'on assure une certaine unité du pays et que le pays avance sans toucher à la loi fondamentale. Vous y croyez sérieusement? J'y crois. Oui, bien sûr. Je dis, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que j'ai vu venir par la fenêtre. C'est un peu comme un grand salon, on a demandé aux gens d'ouvrir et de balayer. Et ils sont rentrés dans le salon et le balai. Et je ne sais qui a envoyé par où. Enfin, la Constitution a surgi par la fenêtre, par l'une des fenêtres du salon. Pendant qu'on nettoyait, on faisait il y a un mélange pâteux qu'on envoyait dans la salle. Et il y a cette Constitution qui est venue par la fenêtre. Et on se pose la question de savoir, je me pose la question de savoir, cette Constitution-là, elle a surgi d'elle-même, ou bien c'est quelqu'un qui a dû l'introduire, cette nécessité de révision, ou hypothèse de révision. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a introduit par la fenêtre? Est-ce que c'est venu, ça a été une nécessité d'ordre scientifique par rapport au travail technique que les techniciens ont fait? C'est des questions que je me pose. Mais vous n'avez pas la réponse? Vous avez suivi les recommandations? La réponse est là, elle a déjà à cette question-là. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de la réflexion sur... Non, la réponse est là. La réponse est là. Des élections législatives. C'est-à-dire que le débat, c'est de savoir s'il faut écouter le mandat de ceux qui sont à l'Assemblée nationale actuellement pour organiser des nouvelles élections législatives beaucoup plus inclusives. Alors, pour le faire, c'est en ce niveau qu'il y a ce débat sur les élections générales. Mais quelle est la préoccupation essentielle? Et nous sommes venus tout. C'est pour cela que je rappelais les faits, la chronologie des faits. Les gens sont fâchés suite à des élections. Et on a estimé qu'il fallait faire des réglages et qu'il fallait dissiper les colères. Moi, je crois que ces colères peuvent être dissipées et que la classe politique peut se comprendre et peut s'entendre sans passer par la façon pratique, en quoi faisons? Non, je ne voudrais pas aller... vous attendez d'être consulté? J'ai voulu travailler... Non, je voudrais pas la suite là. Je voudrais emprunter cette piste de... Parce que c'est ça qui pointe à l'horizon, en fait. En fait, vous voyez... On se rend compte que les hommes politiques sont très forts et sont très puissants. Expliquez-vous. C'est-à-dire que par le dialogue politique, par la nécessité du dialogue politique, la révision de la Constitution vient se greffer. Alors, cette hypothèse de révision constitutionnelle, je disais que le facteur confiance est un élément clé. Et c'est un fait, c'est un facteur d'ordre essentiellement social ou sociopolitique. Et je disais que le consensus national est clé. Confiance, pourquoi? Sur ce tableau-là, vous avez l'exécutif et le Parlement. C'est vrai, qu'après le visage qui se dégage, il y a une harmonie parfaite entre l'exécutif et le Parlement. Mais ce n'est pas impossible,
ce n'est pas impossible que le Parlement aille au-delà de ce que l'exécutif veut si on emprunte cette piste de révision constitutionnelle. Et ce n'est pas évident non plus que dans ce Parlement actuel-là, c'est bien possible que par le jeu des faits, qu'une certaine opposition qui ne se déclare peut-être pas trop se dégage. Lorsque vous laissez cet aspect-là, vous avez l'opposition, vous avez la mouvance. Qui fait confiance à qui? Et au milieu de ces 4 dimensions d'ordre politique, vous avez le peuple qui regarde, qui observe. Le peuple fait confiance à qui? Et la confiance va jusqu'à quel degré? Surtout que cette question de révision constitutionnelle était agitée depuis le dernier mandat du président Kérékou. Et chaque fois, quand ça vient, le peuple sent que c'est une révision opportuniste. Le peuple n'est pas à l'aise par rapport à la manière dont la révision doit se faire. La question est revenue avec le mandat actuel, avec le président actuel, une première fois. Par la force, ça a failli se produire. Cela n'a pas eu lieu. Par la suite, c'est revenu une deuxième fois. Est-ce que, par rapport à ces faits historiques immédiats, par rapport à la révision de la Constitution, est-ce que vous croyez que le peuple croit encore aux acteurs politiques sur cette question-là? Alors, le peuple peut-être n'y croit pas, mais que pourra le peuple lorsque nous avons une assemblée, on l'aime ou on ne l'aime pas, on n'est pas d'accord pour sa légitimité ou pas, composée de 83 députés qui croient à la vision du chef de l'État. Et qui fera de la révision constitutionnelle l'affaire des institutions. Voilà. Qui devront se prononcer. Qui va réviser. Ah oui. Moi, je ne sais pas ce que le peuple fera, mais le peuple même, en son temps, saura ce qu'il fera. Mais le second élément, le consensus national. Vous voyez, M. Kiti, tout à l'heure, émettait des réserves par rapport à la Cour constitutionnelle qui est là. Je crois quand même que nous sommes dans du sérieux, nous allons faire du sérieux. Une juridiction ne va pas se moquer de son passé. Une juridiction ne va pas se moquer. Mais la Cour s'est déjà moquée de son passé. C'est vrai que le revirement jurisprudentiel est un principe connu en droit. Mais le consensus national, c'est une base qui a été posée par le préambule de la Constitution béninoise et c'est une base qui a été posée par l'histoire politique du Bénin. Moi, je crois, ce qui doit fâcher, comme le chef de l'État l'a dit, ce qui doit fâcher le peuple et qui risque de créer des soulèvements, il vaut mieux le mettre au frigo et se concentrer sur l'essentiel pour que tout se passe bien. Et puis, je l'ai dit en son temps, lorsque le président a été nouvellement élu, j'ai eu l'occasion de monter au créneau et de dire que si une révision constitutionnelle doit intervenir, il serait bon que cette révision intervienne en début de mandat présidentiel. Vous savez, nous sommes dans un régime présidentiel. Et moi, j'ai mon regard tourné vers le chef de l'État. Bon. Alors, en début de mandat présidentiel, pour que les gens ne doutent pas de la bonne foi du président. Non, c'est plutôt en fin de mandat. Tel que les experts l'ont dit, c'est plutôt en fin de mandat. Surtout quand le président de la République a la chance d'avoir un deuxième mandat. Donc, en fin de ce deuxième mandat, si une révision constitutionnelle intervient, tout le monde saura qu'il n'a plus la possibilité. Mais il se fait que le président de la République avait dit qu'un deuxième mandat, il n'en veut pas. S'il ne veut pas d'un deuxième mandat... Ces questions-là, aujourd'hui, ne sont plus des questions sur lesquelles il faut trancher. Parce qu'il avait déjà Vous êtes son porte-parole? Non, mais lui-même a dit la visera. Il a dit ça sur RFI, c'est écouté par le monde entier. Ça c'est vrai, il a dit la visera. Donc cela veut dire que sur cette question-là, il peut toujours revenir sur sa position initiale. Donc on ne peut plus trancher aujourd'hui et dire que le chef de l'État a décidé de faire un seul mandat. Mais il a posé une préoccupation tout à l'heure, et vous lui avez posé la question, il a dit que... Bon, lui n'a pas la solution. Moi, je pense qu'il y a une possibilité aujourd'hui de ne pas aller à la révision de la Constitution par voie parlementaire. C'est l'article 58. L'article 58 de la Constitution permet au chef de l'État d'organiser un référendum. Il consulte directement le peuple sur les deux questions-là, les élections générales et sur la question de parité. Cela permet au chef de l'État. Oui, c'est une option constitutionnelle. C'est une option. Mais dans la question posée par dans une période de crise, c'est que le chef de l'État laisse tomber cette option et passe par l'option, la seconde voie, et la Constitution est révisée. Non, la deuxième va aggraver la crise, étant donné que c'est l'institution qui est à la base de la crise qui sera chargée
de cette révision de la Constitution. Donc, il vaut mieux éviter de consulter cette institution et consulter directement le peuple en utilisant l'article 58. Au-delà de ça, même l'article 68, qui parle des mesures exceptionnelles, peut permettre au chef de l'État d'écouter le mandat des députés. C'est bien ça, parce que dans l'article, il dit que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu. Hein? Le président de la République, après consultation, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il peut utiliser l'article 68. Encore faudrait-il qu'il y ait menace. Oui, mais c'est menacé aujourd'hui. C'est menacé aujourd'hui, étant donné qu'il y a une crise qui peut prédire la manière dont cette crise-là va s'achever. Personne pour le moment. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire donc moi, je pense qu'il peut utiliser cet article. Non, mais la calmie dont vous parlez, moi, je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent étant donné qu'actuellement, on est en train de remuer encore le couteau dans la plaie avec cette question de révision de la Constitution, avec cette question d'amnistie qu'on agite, étant donné que on veut amnistier aujourd'hui sans faire d'enquête sur ce qui s'est passé. Donc, au fait, ce qui est visé, c'est soustraire le chef de l'État et ceux qui ont tiré les 1er et 2 mai 2019 d'une poursuite judiciaire. Si vous dites tout ceci au conditionnel, que cela pourrait être une hypothèse que de dire que mais écoutez, moi je pense que quand vous prenez la Constitution, le chef de l'État est le chef des armées. On ne peut pas organiser ce qui s'est passé les 1er et 2 mai sans qu'il soit au courant. Moi je ne pense pas, cela me surprendrait. Ça ne peut pas être organisé sans qu'il soit au courant, étant donné que la contestation qui s'était passée sur la rue de Kadiaou le visait. Ça ne visait pas Canal 3, ni Sika TV, ni moi. Ça visait le chef de l'État. Donc que les gens en arrivent à procéder ainsi sans qu'ils soient informés, ça me surprendrait. Donc une amnistie dans ce cas-là, c'est pour soustraire ceux qui ont procédé ça peut être ainsi. dans un autre sens aussi. Non, ce n'est pas dans un autre sens cette fois-ci. Étant donné que quand vous observez les 2 précédentes, récentes, dont moi j'ai connaissance, en 89 et en 91. En 89, c'était dans une situation de crise et c'était une amnistie générale décrétée par le chef de l'État, Mathieu Kérékou, pour permettre aux exilés de rentrer, pour permettre aux nations, à la nation béninoise de se réconcilier avec elle-même et de repartir sur de nouvelles bases. Maintenant, en 91, ça visait le chef de l'État, Mathieu Kérékou, pour sa bonne conduite pendant la période transitoire. Cette fois-ci, l'amnistie ne concerne pas les exilés politiques. L'amnistie qui est proposée ne concerne... Il y a un document qui en parle. Ah, bien sûr, vous n'avez pas lu le rapport des experts. Le rapport des experts, 1er janvier au 30 juin 2019. Le rapport des experts n'est pas une loi. Mais écoutez, c'est là où, quand ils se sont rencontrés, ceux qui se sont dit au palais des congrès, c'est pour les infractions commises pendant la période électorale. Donc ceux qui ont fui et qui ont été persécutés par les lois liberticides, qui sont en France, aux États-Unis et ailleurs, en Europe et en Afrique et partout dans le monde, ceux-là ne sont pas concernés. Alors que l'amnistie de Mathieu Kérékou, prise par Mathieu Kérékou en 89, concernait tout le monde. Donc, ce qui est visé dans la réalité, c'est pour soustraire ceux qui ont commis ces crimes les 1er et 2 mai 2019 et leurs commanditaires d'une poursuite judiciaire. Mais il y a une préoccupation ici, c'est que vous vous rappelez que la Cour pénale internationale avait été saisie par un de nos compatriotes et le procureur de la Cour pénale internationale n'a pas encore donné de suite à cette saisine. Bon, alors, si une amnistie est adoptée, cela peut être compris comme un manque de volonté de l'État béninois de poursuivre les personnes concernées, ce qui ne va pas les soustraire d'une poursuite devant la Cour pénale internationale. Je demande plutôt à Julien, lorsque on fait une revue des faits, comme Nathaniel Kitty vient de le faire, et quand on sait que l'arbitrage revient après au chef de l'État, est-ce qu'il ne peut pas se permettre d'élargir un peu les faits de cette amnistie? C'est pour cela que je nuançais tout à l'heure. Docteur Kitty, je le comprends, hein, c'est un politiste, il prend les faits, il les traite, c'est clair. Mais
ce qui a été proposé par les experts, ça va être mis en œuvre sous le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État si et c'est clair que le chef de l'État peut influencer les données positivement en élargissant justement l'assiette de la loi d'amnistie. Et quand on va vouloir quand les députés vont vouloir intervenir, l'Assemblée nationale aura la possibilité de prendre des mesures de sorte que tout le monde... La loi d'amnistie devrait pouvoir impliquer tout le monde, puisque l'objectif, là, il va falloir que nous fassions attention. Vous dites devrait pouvoir. Il est perplexe. Non, je crois que ça ira dans ce sens. Moi, je suis assez positif. Moi, je ne pense pas. Non, ça ira dans ce sens. En tout cas, on reviendra ici pour faire... Je compte sur la bonne volonté du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a initié le dialogue politique. Et c'est parce que, puisqu'il est garant de l'unité nationale, il est garant de la paix sociale. Et tout ce qui se passe dans le pays lui revient du point de vue de sa responsabilité. Moi, je crois que les propositions faites par les experts seront améliorées. En tout cas, la loi d'amnistie, le tableau noir que M. Kitty est en train de peindre, là, je crois que ce tableau-là ne va pas se dérouler au Bénin. On appréciera en son temps. Alors, maintenant, si une révision de la Constitution doit fâcher le peuple, oui. Et parce que je vois ça venir dans les analyses, et doit soulever le peuple, et doit entraîner encore d'autres morts, il vaut mieux la mettre au frigo et s'occuper de l'essentiel. Je viens de constater que ce qui a été décidé, on peut toujours revenir là-dessus. C'est vrai que l'être humain est changeant. Le second mandat est une possibilité constitutionnelle, le chef de l'État. Et si cela lui est possible et qu'il peut aller dans ce sens, il va dans ce sens. Alors, la question des élections générales. Le but, comme vous l'annonciez, c'est aller vers la décrispation politique. Oui. Quel en est le gain pour la crise? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que c'est un mélange du genre. C'est-à-dire, cette question d'élection générale, est-ce qu'elle est une condition pour l'apaisement politique? Non. Vous répondez quoi? C'est non, ce n'est pas, c'est-à-dire, l'organisation d'élection générale n'est pas une condition pour l'apaisement politique. L'apaisement politique, c'est quoi? Les acteurs politiques sont sortis des élections législatives. Et tout ce qui s'est passé avec la charte des partis politiques, avec le code électoral et tout ça, les gens sont fâchés. Bon, moi je me dis, est-ce que ce n'est pas un volcan éteint? Et je prie Dieu pour que ce volcan-là ne reprenne plus vie. Alors, si c'est là le problème, les gens se voient... Non, monsieur Kitty, permettez-moi d'espérer. Parce que je suis béninois et je veux que mon pays soit bien vu à l'extérieur. Vous avez le droit d'espérer. Voilà, parce que, vous voyez, le Bénin n'est pas seul au monde. J'avais prévu en parler. Les facteurs exogènes peuvent également ralentir ou empêcher la révision constitutionnelle. Hein. Facteurs exogènes? Oui, pourquoi pas. Le Bénin n'est pas seul au monde. Et je ne voudrais pas trop développer cette... Les autres nations ne sont pas seules au monde. monde. Tout pays est préoccupé par sa bonne image. Et lorsque on parle un peu trop mal du pays et que le pays est écorché, qu'on arrive à un certain degré d'écorchure, le président de la République peut dire, mais trop c'est trop, il faut que je prenne des mesures pour que mon pays soit bien vu à l'extérieur. Alors la question des élections générales, il n'est pas préoccupé par cette... Je crois que l'apaisement, la question d'apaisement politique, non, il n'est pas préoccupé. La question de l'apaisement politique va justement dans ce sens. Non, cher ami, écoute, regarde le format des 10-12 et des 10-11-12. Le format là n'est pas la loi, le format là n'est pas législatif. Ce format là montre déjà que le chef de l'État n'est pas préoccupé par l'image du pays à l'extérieur. Pourquoi? Vous voyez, à l'université, on a l'habitude de dire aux étudiants, en ce qui concerne les mémoires, que la forme informe sur le fond. Lorsque vous prenez la forme, vous avez déjà une idée du fond. Donc la forme des 10, 11, 12 donne déjà une idée de ce qui est organisé n'est pas de nature à nous faire sortir de la crise. Mais l'être humain est changeant. Et ça aussi, le changement, c'est ça ce qui dit l'être humain. Le changement peut être positif et doit même être positif. Écoutez, le changement qui doit venir, s'il doit constituer à apaiser, ne doit pas être celui qui est annoncé maintenant, étant donné que dans le débat qui est présenté par les experts, regardez bien, qu'est-ce qui a préoccupé le chef de l'État? C'est la question de révision de la Constitution. Pourquoi la question d'amnistie ne l'a pas préoccupé? Pourquoi n'a-t-il pas dit, écoutez,
il faut maintenant qu'on étende l'amnistie à tous nos frères qui ont fui le territoire parce qu'ils ont été persécutés par les lois liberticides. Pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Ça veut dire que l'intention se trouve ailleurs. Tout ce qui a été organisé 10, 11, 12 octobre 2019 n'est pas pour apaiser, c'est pour aboutir à un objectif qui est conçu de toutes pièces et on donne l'impression au peuple que ce n'est pas la perspective. Or, c'est la perspective qui est annoncée. Donc, si on doit dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est fait pour améliorer l'image. Au contraire, tout est organisé pour que l'image se dégrade encore davantage. En tout cas, ça se poursuit. Comme on le dit, le Bénin en marche. Pas en marche comme l'autre du côté de l'Hexagone. Il y a une question. Oui, allez-y, avant que je pose la mienne. Il y a une question qu'on peut se poser. Laquelle, allez-y. Même si on ne peut pas y trouver la réponse. Une réponse. Mais qu'est-ce qui a conduit, qu'est-ce qui a inspiré le chef de l'État à aller dans le sens à sortir cette expression-là? Laquelle? L'apaisement politique, le dialogue politique. Mais il avait déjà annoncé dans son discours du 20 mai. Attendez, il peut l'annoncer, il ne peut l'annoncer et au plan opératoire ne pas le réaliser. Moi je crois que les contingences, les situations, les faits conduisent les êtres humains à modifier ou à moduler leur comportement et leurs décisions. Je souhaite que si révision constitutionnelle il doit avoir, qu'on tienne beaucoup compte et qu'on travaille avec ce concept, ce facteur confiance. Parce que j'ai l'impression que le peuple n'a plus trop confiance. Alors, la question des élections générales, est-ce qu'on ne peut pas l'apercevoir comme un bonus à toutes ces initiatives de sortie de crise? Ça peut être vu dans un sens comme dans l'autre. Bon, mais moi je dis, c'est une manière, en fait, de faire avancer notre système électoral. C'est une manière d'améliorer le système électoral. Bon, mais lorsque les gens ne sont pas contents, j'ai vu que cette question d'élection générale vous préoccupe. Mais ce qui me préoccupe, moi, c'est l'apaisement politique. C'est l'apaisement social. Il y a un élément qui est important dans les élections générales et qu'il faut dire aux téléspectateurs. Quand vous prenez la constitution béninoise, vous voyez le chef de l'État, il y a un mandat de 5 ans. Oui. Et les députés ont un mandat de 4 ans. L'objectif, c'est quoi? C'est dire que tous ceux qui viendront à la tête de notre pays, en dehors du cycle de 20 ans, où vous aurez les élections législatives et présidentielles organisées la même année, tous ceux qui viendront au pouvoir auront à mi-mandat à organiser des élections législatives. Les élections législatives permettent alors au peuple d'apprécier la gouvernance du chef de l'État quand il est arrivé au pouvoir. Vous voyez, c'est ce qui se fait aux États-Unis. Maintenant, la France, c'était la même chose en France, mais à un moment donné, ils ont révisé la Constitution pour obtenir le couplage des élections législatives avec les présidentielles et harmoniser les mandats. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est une erreur. Et le débat est en cours en France aujourd'hui pour revenir encore à la situation antérieure. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est quoi? Les élections générales ne permettent pas une bonne gouvernance. Parce que celui qui est élu, il ne sera pas apprécié à mi-mandat par le peuple en ce qui concerne sa gouvernance avant la fin de son premier mandat. Donc, il peut organiser la mauvaise gouvernance jusqu'à la fin de son mandat. La télé Kitty, malheureusement, le réalisateur me dit qu'on va devoir arrêter, quitte à prendre date pour un autre numéro, car il y a tellement de choses à dire. Je vous laisse la parole, mais vous promettez 5 secondes pour conclure, et on se retrouve après. Ok. Conclue. Merci. Je voudrais dire simplement que ce que moi je retiens, c'est qu'il y a un dialogue politique qui a été évoqué, et ce dialogue politique a été surpris de l'obligation, de la nécessité de la révision constitutionnelle. Et je crois qu'on peut séparer les deux et agir par rapport à l'autre. Merci beaucoup. 5 secondes. Ce qui se passe actuellement n'est pas de nature à ramener la paix au pays. Ça va aggraver la crise, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Merci à vous pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Merci également à vous, Nathaniel Kitty. Je l'ai dit, ce sera votre disponibilité pour retrouver les téléspectateurs, quitte à creuser d'autres aspects de ce sujet 100% Bénin. Pour le numéro du jour, on va s'en arrêter là. Merci pour la complicité de la réalisation. On vous fausse compagnie sur cette citation d'Auguste Comte. Je le cite: savoir pour prévoir avant de pouvoir. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.